L'accord a-t-il été conclu pour ouvrir le département d'État? Eh bien, je ne veux pas dire que ça a été le cas. Pour l'instant, c'est en quelque sorte ouvert. Vous savez, nous avons ce qu'on appelle le blocus, dirigé par la marine américaine, et nous le contrôlons. Et nous le contrôlons maintenant. Mais ils peuvent toujours tirer quelque chose. Ils ont toujours quelque chose, une mine larguée. Et s'il y a une seule mine qui traîne là-bas, ça complique un peu les choses, parce que les gens ne veulent pas prendre leur bateau à $1 milliard et être touchés accidentellement par une mine. Mais je pense que nous nous en sortons très bien. Je pense que nous nous en sortons très bien et le détroit est en quelque sorte rouvert. Notre invité aujourd'hui, Nima Al-Khorshid, de Dialogue Works, une excellente émission. Je recommande aux gens de la regarder. Et il est aussi professeur au Brésil, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui, exactement. Oui, j'imagine qu'il doit être difficile pour vous de faire réellement cet autre travail, vu tout le temps que vous consacrez à ces questions de guerre et de paix. Alors, nous vous sommes reconnaissants de passer un peu de temps avec nous aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous poser la question dès le début de l'émission. Que pensez-vous de l'affirmation du président Trump, selon laquelle, en réalité, nous contrôlons en quelque sorte le détroit d'Ormuz et qu'il est pour l'essentiel ouvert? Je pense que le détroit n'est pas ouvert. Et l'Iran est ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Ce qui est important en ce moment, c'est que les communications entre l'Iran et Oman semblent avancer dans une direction positive, à mon avis. Au moins, nous avons quelques informations provenant des médias iraniens, des médias persans. Fars News a rapporté hier que le premier projet était prêt, et les deux parties, semble-t-il, parviennent à une sorte d'accord qui reprend les points mentionnés dans ce projet. Il s'agit du contrôle de ce détroit, conjointement avec Oman. Mais ce qui est important, c'est que les États-Unis et Israël ne pourront pas utiliser ce détroit. Et tous les pays qui ont participé, qui ont coopéré avec les États-Unis et Israël pendant la guerre, ne pourront pas l'utiliser, à moins de verser à l'Iran une sorte de réparation pour reconstruire ce qui a été détruit jusqu'ici en Iran. C'est ce qui se passe. Et l'autre point, c'est qu'il semble que la voie d'entrée sera totalement contrôlée par les Iraniens. Et la voie de sortie sera contrôlée par le gouvernement omanais, sous la supervision des autorités iraniennes, ou de ce qu'ils appellent le PGSA ou le PAS. C'est le Golfe Persique. Du détroit, pense. Oui, l'autorité du détroit. Oui, la PGSA, comme ils l'appellent. C'est l'état d'esprit en Iran. Le problème, colonel, c'est que l'Iran a deux priorités importantes concernant ce détroit d'Ormuz. D'abord, ils vont contrôler tout ce qui y entre. Cela signifie qu'ils ne veulent pas, vous savez, que les États-Unis approvisionnent toutes ces bases dans ces pays. Ils veulent contrôler la sécurité de la région, sa sécurité. Parce qu'au fond, ils considèrent que s'ils contrôlent le détroit d'Ormuz, ces navires de guerre et rien de ce genre ne pourront y entrer. À leurs yeux, c'est important. Le deuxième point, c'est comment exercer une pression sur les États-Unis concernant les sanctions et sur l'ensemble, pas seulement les États-Unis, mais aussi les Européens. Parce que vous vous souvenez qu'en septembre 2025, les Européens ont annoncé le rétablissement automatique des sanctions. Autrement dit, qu'ils remettaient les sanctions contre l'Iran. Cela faisait partie du JCPOA. Et Donald Trump avait décidé, lors de son premier mandat, de se retirer du JCPOA, mais les Européens en faisaient partie. Puis en septembre 2025, on voit l'Europe décider soudainement de faire exactement ce que Donald Trump leur demande. Les sanctions sont donc de retour. Une pression énorme sur l'Iran. En ce moment,
Ils essaient de faire passer un message aux Européens et aux États-Unis. Vous allez nous imposer des sanctions, alors nous allons contrôler le détroit d'Ormuz et faire pression sur vous. À mon avis, c'est leur stratégie à long terme, telle que les Iraniens la voient. Quant à l'éventualité de faire payer certains navires dans le détroit, ce n'est même pas l'une de leurs priorités. La première priorité, c'est de contrôler la sécurité de la région. Empêcher les navires de guerre d'entrer et de ravitailler les bases américaines. La deuxième, c'est de répondre, de riposter contre les pays qui exercent une pression économique sur l'Iran. Voilà comment je comprends ce qui se passe. Et Will, intéressons-nous à l'aspect omanais de tout cela. Il y a eu, je crois que c'était hier, à la télévision iranienne, une interview du vice-ministre des Affaires étrangères. Il parlait de cette coopération avec Oman, et il a très clairement indiqué que cela se situait en dehors du protocole d'accord, que ce n'était même pas lié à celui-ci. Des progrès importants ont été réalisés dans les discussions avec Oman et ces avancées sont sur le point d'être finalisées. En réalité, nous ne cherchions pas et nous ne cherchons toujours pas à mettre en œuvre la clause 5 du protocole d'accord pour le moment, parce que les États-Unis ont mis de côté toutes leurs obligations. Et nous aussi, nous avons mis de côté notre obligation concernant le détroit d'Ormuz. Ce que nous faisons avec Oman suit une voie naturelle. Qu'il y ait eu ou non un protocole d'accord, j'ai dit que si nous voulons que des conditions normales s'établissent dans le détroit d'Ormuz, cela doit passer par la voie d'une entente entre l'Iran et Oman, et non par la voie de l'imposition et de l'influence. La vraie question est donc la suivante. Est-ce que l'Iran et Oman peuvent, premièrement, rester unis sur ce point? Car il ne fait aucun doute que la partie omanaise, si ce n'est pas déjà le cas, va subir d'énormes pressions diplomatiques et aussi économiques de la part des États-Unis pour ne pas s'engager dans quelque chose comme ça. Mais même si l'Iran doit agir seul, peut-il maintenir ce détroit fermé? Je pense que s'agissant des décisions sur la manière de gérer le détroit d'Ormuz, toute la négociation entre l'Iran et Oman porte sur la gestion du détroit. Il ne s'agit pas d'ouvrir ou de fermer le détroit d'Ormuz, car cela dépend de la situation actuelle de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. La principale raison pour laquelle l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, c'est la guerre. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, quand il parle des négociations entre l'Iran et Oman, il parle essentiellement des questions techniques, des modalités de gestion du détroit. C'est très important pour l'Iran parce que les États-Unis, vous vous souvenez quand ils ont commencé à en parler et que Donald Trump a dit que nous allions participer aux discussions, que nous allions, vous savez, faire payer les navires et les bateaux dans le détroit d'Ormuz. Mais rien de ce genre ne se produit. Et les États-Unis ne font pas partie des négociations en cours. Je dis en cours parce qu'elles n'ont pas encore été finalisées. Et je pense que ça pourrait avant tout faciliter la réouverture de ce détroit. Cela réduirait la complexité de la question concernant le protocole d'accord, parce que ce protocole ne porte pas sur... Il porte sur l'acceptation par les États-Unis du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, ou par l'Iran avec Oman, ainsi que sur des discussions avec d'autres pays de la région. Mais il est essentiellement davantage axé sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Hier et avant-hier, vous avez entendu Scott Bessent en parler et exprimer ses inquiétudes. On ressent ce genre de pression parce qu'avant, il disait « Nous allons les mettre à genoux ». Le ton était le suivant, il voyait l'Iran en position de faiblesse et il allait les contraindre à une forme de soumission. Mais on ne retrouve pas cela hier et aujourd'hui dans le ton de Scott Bessent. Cela veut dire, j'espère qu'aujourd'hui ou demain, nous allons rouvrir le détroit d'Ormuz.
les discussions ont lieu, l'accord est en train de se faire. Cela veut dire que la manière dont l'administration Trump a tenté de présenter la situation en Occident, c'est que l'Iran est sous une pression énorme. Il l'a encore dit hier. Il a dit que l'inflation en Iran dépassait les 150, les 180%. C'est une pression considérable sur leur économie. Et je ne connais pas le chiffre, je ne sais pas s'il est exact, mais je confirme qu'ils exercent une forte pression sur l'économie iranienne. C'est un fait. Cela ne veut pas dire que le blocus exerce une pression sur l'économie iranienne. La fermeture du détroit d'Ormuz fait partie du jeu. Ce que fait l'Iran lui porte aussi préjudice. Mais l'Iran agit ainsi dans le cadre d'une stratégie de long terme. C'est ce qu'il joue avec les États-Unis. Et je distinguerai les deux choses. Quant aux négociations avec Oman, elles portent entièrement sur les questions techniques liées à ce détroit. Mais la réouverture de ce détroit sera avant tout décidée entre l'Iran et les États-Unis. Je ne vois pas Oman jouer un rôle si important que cela dans cette affaire. Donc, concernant l'accord entre l'Iran et Oman, quoi qu'ils annoncent, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est un accord entre eux. Mais même s'ils disaient « Voici les conditions que nous sommes prêts à soutenir », il y a toujours, de ce côté-ci, le blocus américain. Donc, même si Oman et l'Iran s'accordent sur des conditions et sont prêts à les mettre en œuvre, cela dépend toujours de la levée du blocus par les États-Unis. C'est bien exact, non? Exactement. Exactement. C'est pourquoi je pense que la décision finale reviendra aux Iraniens et aux Américains. Vont-ils parvenir à un quelconque accord? En quoi est-ce si important pour les États-Unis? Nous savons que dans le cadre du protocole d'accord, une partie de cet accord consistait à lever ou à supprimer le blocus des ports iraniens. D'après ce que je comprends, les États-Unis, sous l'administration Trump, veulent cela le plus vite possible. Cela signifie qu'ils vont lever le blocus. Ils vont rouvrir le détroit d'Ormuz dès qu'ils seront parvenus à un accord. Il y a une sorte de lutte interne au sein de l'administration Trump, je dirais, concernant les négociations en cours entre l'Iran et Oman. Vont-ils l'accepter? Est-ce que ce sera une défaite? Comment le monde va-t-il le percevoir? Vous savez, ce sont des questions importantes et nous savons que nous devons toujours prendre en compte ce qui se passe avec le lobby israélien ainsi que la pression qu'il exerce sur l'administration Trump. Mais à mon avis, à court terme, nous allons voir la même chose se produire avec le protocole d'accord que ce que nous avons vu lors de l'annonce du protocole d'accord. Peut-être une réduction de la pression. Mais le problème, colonel, c'est qu'il n'y a aucune courbe d'apprentissage dans ce qui se passe. Il ne se passe rien de ce genre. Ils ne vont rien apprendre de tout ça. Et je suppose que s'ils rouvrent le détroit d'Ormuz, peut-être que dans 10 jours, on reviendra au même type de situation. Et je vais dire, je ne crois pas à ce que l'Iran a convenu avec Oman. Ça me plaît pas, donc je vais remettre le blocus. On verra. Mais l'autre élément qui est si important en ce moment, c'est la question des munitions aux États-Unis, rapportée par CNN et d'autres médias. Reuters a parlé des attaques MS et l'autre c'était le PRSM, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Oui, ainsi que les PAC-3. Enfin, littéralement toutes les catégories, mais toutes ont été citées nommément. Cela soulève toutefois un point plus important, qui est au cœur de toute cette question. Beaucoup de gens souhaiteraient voir le détroit d'Ormuz rouvert. Des deux côtés, et tous les acteurs de la région du Golfe, certainement, les Iraniens comme les Américains, ont intérêt à ce que cela se produise. Mais il y a aussi, des deux côtés, des gens plus radicaux qui disent « Non, je ne veux rien céder à l'autre camp ». Du côté américain, ils disent « Écoutez, l'économie iranienne souffre vraiment, l'inflation augmente.
Continuons simplement à maintenir cette pression et voyons si cela peut enfin faire s'effondrer le soutien au régime, et ainsi de suite. Et puis, du côté iranien, ils disent, en reprenant ce que vous venez d'évoquer, tous ces missiles, ils n'en ont pas assez. Ils ne peuvent pas reprendre une guerre à grande échelle, sinon ils vont épuiser leur stock. Et ensuite, nous pourrons encaisser, vous savez, les autres munitions qu'ils ont, parce qu'elles sont beaucoup moins performantes et qu'il leur en coûtera bien davantage pour les utiliser. Cela semble donc créer des vents contraires. Comment voyez-vous ces pressions mutuellement exclusives et où cela va-t-il nous mener? Je pense que c'est ce qui va l'emporter. Après tout, nous savons qu'en Iran, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui ne veulent pas négocier. Ils ne le veulent pas. Ils disent, nous contrôlons le détroit d'Ormuz. Nous le contrôlons militairement. Nous n'avons pas besoin de conclure le moindre accord avec les États-Unis. Mais heureusement, les personnes au pouvoir en Iran veulent discuter. Elles veulent trouver une solution politique à ce qui se passe. À mon avis, c'est un signe positif. D'un autre côté, on voit l'administration Trump placer ces gens dans une situation fragile. Parce qu'après le protocole d'accord, ils ont essuyé d'énormes critiques, vous savez, de la part de... À l'intérieur de l'Iran, vous voulez dire, je parle de l'équipe iranienne. L'équipe iranienne. Et puis Donald Trump est intervenu pour attaquer l'Iran encore et encore. Et vous voyez, ce n'est pas attaquer l'Iran. D'une certaine manière, ils essayaient de manipuler la situation dans le détroit d'Ormuz. Puis l'Iran les a attaqués, puis vous savez, il y a eu l'attaque américaine dans le sud et l'ouest de l'Iran. Et la guerre s'est étendue dans la région. Aujourd'hui, quand cette guerre a commencé, il s'agissait uniquement des bases américaines et de l'Iran. Mais d'une certaine manière, quand on regarde la région aujourd'hui, on voit les gouvernements ou les groupes de la région se battre les uns contre les autres. On voit le Yémen combattre l'Arabie Saoudite combattre l'Irak et l'Irak riposter. Et aujourd'hui, nous avons appris que le gouvernement irakien essaye de contrôler l'espace aérien en Irak afin d'éviter toute forme d'attaque contre l'Arabie Saoudite. C'est une guerre régionale. C'est littéralement ce qu'avait annoncé le défunt guide suprême de l'Iran. Il avait dit que ce serait une guerre régionale, et c'est en train de le devenir. Ce ne sera pas simplement une attaque limitée contre l'Iran, et nous savons que ce qui se passe va devenir incontrôlable. Qui tire profit de cela? Qui va en tirer profit? À mon avis, personne dans la région n'en bénéficie. Peut-être que Benjamin Netanyahou et Israël sont d'une certaine manière très satisfaits de voir le conflit en cours s'étendre. Parce que si l'on part du principe que les États-Unis, selon ces rapports, vous savez, diffusés sur CNN, qui indiquent que 80% des missiles intercepteurs du système THAAD ont été épuisés pendant la guerre et que 50% des intercepteurs du système PAC-3 ou Patriot ont été épuisés. Ce sont des chiffres énormes, colonel, sur une période aussi courte. Cela montre l'intensité de la guerre sur cette courte période. C'est pour cela que vous voyez l'intensité des combats diminuer, tandis que la guerre, elle, s'étend. Cela revient à voir les groupes s'affronter les uns les autres dans cette région. Et je pense que c'est exactement la recette qu'Israël serait plus qu'heureux de voir perdurer. Israël veut que cela se produise. Et je ne sais pas quelle est la perception du côté des États-Unis. Cela dépend de la manière dont Donald Trump voit ou évalue la situation. Cela dépend de l'administration Trump. Je dirais que du côté des Iraniens et des Omanais, il n'y a rien de tel. Mais s'agissant de la politique des États-Unis, vont-ils s'y conformer? Revenons par exemple au protocole d'accord. Vont-ils respecter ces mêmes paragraphes du protocole d'accord? Ce sont de grandes questions à l'heure actuelle, car nous savons que le protocole d'accord a changé, colonel. Dans ce protocole, le seul pays mentionné dans le premier paragraphe était le Liban. Il y était mentionné 3 fois.
Mais l'autre point, c'était que nous allons mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Ces anciens fronts, aujourd'hui, ils se manifestent d'eux-mêmes. Vous voyez, le Yémen intervient pour la bloquer face à l'Arabie saoudite. C'est l'un des fronts dont l'Iran essayait de parler dans le mémorandum d'entente, mais ils n'ont pas mentionné le Yémen. Aujourd'hui, le Yémen est sorti de l'ombre. Le Yémen exerce une pression énorme sur l'Arabie saoudite et sur son économie. Aujourd'hui, nous avons appris qu'une nouvelle forme de contrat ou de traité de défense ou de traité militaire ou de pacte a été signé par l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Ce sont des signaux pour la région. C'est une région où, si l'on avait dit avant le début de cette guerre qu'il y aurait un nouveau pacte, un pacte de défense entre ces pays, beaucoup auraient demandé pourquoi en ont-ils besoin. Pourquoi l'Arabie saoudite aurait-elle besoin d'un pacte militaire avec le Pakistan ou avec la Turquie? Ils ont la base américaine sur leur territoire. Le pays le plus puissant de cette planète les soutient. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter autant. Mais vous voyez, la région est en train de changer. Même sous l'administration Trump entretient de bonnes relations avec la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Mais ils reconnaissent, même Donald Trump lui-même le reconnaît, la différence entre la Turquie et Israël. Il sait que la Turquie n'aime pas Israël, il sait que le peuple, la majorité au Pakistan n'aime pas Israël, et il a laissé cela se produire. Je pense que ce processus l'aide d'une certaine manière, et je ne sais pas si cela est perçu à Washington, mais à mon avis, tout le processus consistant à conclure de nouveaux accords, de nouveaux traités, des traités ou pactes militaires dans la région, aiderait toute la région à apporter la paix et la prospérité à la région. Oui, et une moindre dépendance à l'égard des États-Unis, ce qui, à mon avis, commence déjà à se produire. Vous disiez il y a un instant qu'en Iran, certains durs ne veulent aucune négociation. Ils ne veulent pas discuter, parce qu'ils ne font pas confiance aux États-Unis. Ils pensent que ça ne mènera nulle part. Eh bien, il y a un autre groupe du même genre, côté américain, qui pense lui aussi que discuter est une perte de temps. Et comme le dit ici le général Jack Keane, il faut leur envoyer davantage de missiles. Même si nous obtenons un accord, nous avons des preuves parce que nous en avons obtenu un dans le protocole d'accord sur les détroits. Nous avons levé le blocus et ils étaient censés lever toutes les restrictions. Ils ont fait voler ça en éclats en quelques jours. Nous savons donc qu'ils ne respecteront pas l'accord, même s'ils le signent. Les États-Unis doivent donc s'engager là-dedans. Essayons. Mais si les Iraniens ne coopèrent pas ici, alors nous devons reprendre des opérations de combat majeures. Je ne pense pas que les Iraniens respecteront le moindre accord. C'est un atout stratégique qui leur donne un levier dans une région où ils n'en avaient pas avant le début de la guerre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas les laisser conserver le moindre niveau de contrôle sur cela. Il a dit que c'est pour cela que nous ne pouvons pas les laisser en garder le contrôle, comme si nous avions le pouvoir de les en empêcher. Mais je pense que nous avons démontré de manière assez concluante sur le plan militaire que nous ne pouvons pas les empêcher de le faire. Alors, où cela nous mène-t-il si le président Trump écoute cette aile du Parti républicain? Oui. Vous savez, Carl, quand on parle de la relation entre l'Iran et les États-Unis, il est très important de prendre en compte, en laissant de côté tous les aspects techniques de la guerre, qu'il y a quelque chose d'énorme et de très profond entre les deux parties. Aucune ne fait confiance à l'autre. Cela veut dire que l'Iran ne fait pas confiance aux États-Unis et que les États-Unis ne font pas confiance à l'Iran. Alors, chaque fois qu'ils en viennent à signer une sorte d'accord, comme le JCPOA, on le sait, combien de temps a-t-il fallu pour signer cet accord? Plus de 2 ans. Ils négociaient, ils faisaient tout pour ramener une forme de raison. Mais au final,
qui a décidé de se retirer du JCPOA? L'Iran respectait cet accord et les Européens. L'Iran a essayé de convaincre les Européens. Je dirais que désespérément, ils ont tout fait pour convaincre les Européens de rester dans le JCPOA et pour convaincre les États-Unis sous l'administration Trump lors de son premier mandat. Mais cela ne s'est pas produit. Et puis regardez le protocole d'accord aujourd'hui. Il a été signé hier seulement par les deux parties. Ce n'est pas si loin pour qu'on s'en souvienne. Regardez toutes ces lignes. Elles ont été violées dès le lendemain de la signature. Ils sont allés au Liban. Ils ont signé un accord entre le Liban et Israël, ce qui détruit totalement le premier paragraphe du protocole d'accord. Ensuite, vous voyez ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. C'est une longue histoire entre les deux parties. Je pense que s'agissant des deux parties, je suis très optimiste pour l'avenir, parce que les États-Unis arrivent au point où ils comprennent les limites de leur pouvoir dans la région, à mon avis. Les attaques contre l'Irak, la manière dont l'Iran a systématiquement attaqué les bases américaines dans la région depuis l'Irak, depuis le Kurdistan irakien du Nord et jusqu'à Oman. Ils se sont systématiquement attaqués à tous ces équipements, aux radars, à tout ce que les États-Unis avaient sur ces bases. La réduction des bases américaines, ou les destructions qui ont eu lieu jusqu'à présent, aideront, à mon avis, l'ensemble du processus de discussion entre les deux parties. Car après tout, si vous n'avez pas de solution militaire, vous devez trouver des alternatives. Cette alternative est-elle en train d'arriver? On peut être optimiste ou pessimiste quant à ce qui se passe. À mon avis, cela aidera les États-Unis à long terme, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le Pakistan, l'Arabie saoudite. Je dirais que le Qatar comprend aujourd'hui l'importance du détroit d'Ormuz. Ils n'ont aucun lien avec cela. L'Arabie saoudite avait déjà connu cette situation en mer Rouge avant le blocus yéménite des ports de la mer Rouge. Mais c'est une région qui essaie de se retrouver sans les États-Unis. Je pense que la nouvelle compréhension qui est en train d'émerger dans la région aiderait les États-Unis à conclure un meilleur accord ou à être plus fiables dans les négociations en cours, non seulement entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi dans les échanges qui ont lieu au sein de la région, entre les pays de la région. C'est important. Et je dirais que cette réalité finira par frapper Washington à un moment donné. Donald Trump a encore 2 ans, un peu plus de 2 ans, avant de quitter ses fonctions à Washington. C'est sa décision. Va-t-il tirer les leçons sur le plan stratégique de ce qui s'est passé jusqu'à présent? À mon avis, s'il veut être plus objectif, plus précis, il doit comprendre la complexité de ce qui s'est passé jusqu'ici. S'il ne la comprend pas, cela signifie que nous verrons cette guerre se poursuivre jusqu'au tout dernier moment de sa présidence à Washington. Eh bien, si on compte sur le président Trump pour reconnaître les limites de son pouvoir, alors oui, on risque d'en avoir pour longtemps. Parce que des gens comme Jack Keane, ici, il y en a beaucoup. Il n'est que l'un des nombreux à le pousser dans cette direction. Et il y en a très peu, à l'intérieur, qui le poussent dans le sens inverse. Et ce sont les questions économiques, les souffrances que cela va causer aux États-Unis, qui, à mon avis, pourrait être le seul élément capable de le faire changer d'avis sur ce point. Mais on n'en est pas encore là. Parce que, comme vous l'avez dit il y a une minute, ce qui sort de la Maison-Blanche, c'est que toutes ces mesures fonctionnent contre l'Iran, qu'elles mettent leur économie sous pression, font monter l'inflation et tout ce genre de choses. Alors, permettez-moi de vous poser une question précise à ce sujet. Quelles sont les préoccupations légitimes concernant l'impact sur la population iranienne? Si les pressions économiques se poursuivent, cela pourrait-il provoquer une véritable famine
un effondrement concret de l'économie iranienne, au point que les gens ne puissent même plus vivre. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Je ne le pense pas, Karl. Je ne pense pas que la pression économique due au blocus va être écrasante pour l'Iran. Ça n'arrivera pas. L'Iran, d'ailleurs, on sait qu'il est sous pression. Mais pour les Iraniens, ce n'est pas nouveau. Il y a peut-être un peu plus de pression à cause du blocus, qui est le cas, pour être honnête. Mais on ne force pas un pays à se soumettre quand ce pays lutte pour son existence. Et aux yeux des Iraniens, c'est une sorte de conflit existentiel, une guerre. Il ne s'agit pas de l'extrême droite, de la gauche ou du centre. Je parle de l'ensemble du peuple iranien. Ils le voient. Ils voient ce qui est en jeu pour la société, pour l'Iran en tant que pays. S'ils reculent aujourd'hui, ils reculeront jusqu'à la fin de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'ils ne reculeront pas. Ces pressions économiques ne suffiront pas à contraindre l'Iran à se soumettre. Et ces gens-là, je dirais qu'il faut comprendre leur culture. Il faut aller dans la société. Il faut comprendre leur façon de voir les choses. Ces gens qui sacrifient leur vie, vous savez, pour combattre les États-Unis, ils connaissent les risques. Avant que la guerre n'éclate, si vous vous en souvenez, l'Iran a tout fait. Les affaires étrangères ont essayé de négocier sur le JCPOA. Il est allé en Égypte. Il a discuté avec l'AIEA. Il a conclu un accord avec l'AIEA afin de faciliter, vous savez, d'éviter le rétablissement automatique des sanctions, ce qui n'a pas marché. Et vous voyez Donald Trump, il y a eu une évaluation. L'ancien président, l'ancien chef du Conseil de sécurité nationale en Iran, Ali Larijani, qui a été assassiné pendant la guerre, a indiqué que chaque fois qu'il discutait avec les États-Unis, la seule chose que faisaient les États-Unis, c'était de déplacer les lignes d'arrivée. Ce n'était pas une négociation honnête entre les deux parties. Puis est venu le moment où l'Iran a dit « Les États-Unis veulent nous attaquer ». Ils ne veulent pas négocier. Ils veulent nous attaquer. Ils sont préparés, colonel, je dirais, parce que le dernier rapport, la dernière interview du ministre iranien des Affaires étrangères a été révélateur pour moi en tant qu'Iranien. Je suis au Brésil en ce moment, je ne vis pas en Iran, mais je vois ce qui s'y passe. Lorsqu'il parlait de ce qui s'est passé pendant la guerre et de la manière dont l'Iran s'est préparé, il était clair qu'ils avaient étudié tous ces scénarios. Le blocus dont nous parlons, ils y réfléchissaient déjà il y a 5 ans. Comment faire face à un blocus des États-Unis dans le Golfe Persique? Vous savez, ils y pensaient bien avant que les États-Unis ne fassent cela. Ils réfléchissaient à la manière de gérer les conséquences de tout ça. Et cela s'inscrit dans une tendance qu'on a déjà observée. Évidemment, s'ils parviennent à garder le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est surtout grâce à ces villes de missiles dispersées dans tout le pays que nous ne pouvons pas neutraliser. Elles ont commencé à être mises en place il y a environ 20 ans. Donc évidemment, cette préparation porte vraiment ses fruits aujourd'hui, oui. Mais cela nous amène à la question de savoir comment tout cela va se résoudre. Si le président Trump refuse potentiellement de reconnaître la réalité, comme vous le dites, et qu'il est prêt à continuer encore 2 ans, cela va exercer une pression énorme sur l'Iran. On se demande donc s'il dispose d'autres leviers d'influence qui leur permettraient éventuellement d'élargir ce conflit. Voici une déclaration de l'ancien ambassadeur iranien en Afghanistan. Il dit « Parmi les pays prêts à rejoindre l'Amérique dans cette guerre, le Koweït sera pris en charge par les forces de mobilisation populaire irakiennes. Les forces iraniennes peuvent finir le travail à Bahreïn. Les Saoudiens ne sont pas faits pour le combat. Et il y a beaucoup d'informations selon lesquelles le Yémen exerce en réalité une forte pression, particulièrement sur l'Arabie saoudite. Vous l'avez mentionné il y a 1 minute.
Il y a aussi des informations indiquant que les forces yéménites pourraient lancer une incursion terrestre dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Littéralement, y mener une opération au sol. Beaucoup suggèrent que certaines unités des forces de mobilisation populaire irakiennes, les milices chiites en Irak, au lieu d'être désarmées, pourraient en fait prendre le contrôle du Koweït, car son armée est assez réduite. Que voyez-vous concernant le risque que cette guerre s'étende physiquement? Je pense que l'extension de la guerre, le risque de voir la guerre s'étendre dans la région, est bien réel. Cela va arriver. Pendant que nous parlons, c'est déjà en train d'arriver. Et concernant ce traité de défense, dont à mon avis l'objectif principal est de savoir comment contrer Israël dans la région, il ne s'agit pas de l'Iran ou du Yémen, mais c'est important lorsqu'il est question du Yémen. Si le Yémen décide d'intervenir au sol pour attaquer l'Arabie saoudite, cela pourrait aider l'Arabie saoudite à se défendre en utilisant peut-être les forces terrestres de la Turquie et du Pakistan. Mais la question est, vont-ils le faire? Parce qu'auparavant, il y avait un accord entre l'Arabie saoudite et le Pakistan. Quelle a été la réaction du Pakistan lors de l'attaque contre l'Arabie saoudite? Le Yémen a utilisé des dizaines de missiles pour attaquer des installations pétrolières en Arabie saoudite. Quelle a été la réaction? Rien. Parce qu'ils ne veulent pas faire partie de cette agitation, de ce chaos dans la région. Ils ne veulent pas y prendre part. Le problème, c'est que l'Arabie saoudite, la même chose s'est produite entre les États-Unis et les Européens. Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Europe reste-t-elle simplement à l'écart, sans aider les États-Unis dans cette guerre? Parce que c'est une guerre de choix que les États-Unis mènent contre l'Iran. Et l'Europe a dit, nous n'allons pas y prendre part. L'OTAN, tout le concept de l'OTAN, c'est un pacte défensif, un traité défensif. Il ne s'agit pas d'attaquer d'autres pays, ni d'aider à mener ces attaques. Ils ont aidé les États-Unis en Irak et en Afghanistan parce que c'était toute l'histoire, vous vous souvenez, du 11 septembre et de ce qui s'est passé. Et c'était totalement différent. Le cas de l'Iran, c'est différent. Les États-Unis ont attaqué l'Iran 2 fois alors qu'ils négociaient avec les Iraniens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne avec qui parler, avec qui négocier. Ils avaient ces interlocuteurs, mais ils ont décidé d'attaquer parce qu'ils voulaient les contraindre à se soumettre. Ça n'a pas marché. À l'avenir, à mon avis, le Yémen ne mènerait pas d'attaque terrestre en Arabie saoudite. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Si vous voulez détruire l'Arabie saoudite, il suffit de frapper les installations pétrolières. Qu'est-ce qu'ils ont? Des usines de dessalement. Le Yémen va-t-il subir des attaques saoudiennes sur son propre sol? Ils n'ont pas d'usine de dessalement. Ils n'ont pas d'infrastructure pétrolière comme l'Arabie saoudite. Donc ils vont attaquer, c'est l'Arabie saoudite qui sera bien davantage affectée par la guerre. Et ils n'iront pas au sol. Ils n'ont pas besoin d'aller au sol, colonel. Ils en ont pas besoin, parce que l'Arabie saoudite a ses propres forces, ses propres relais au Yémen, pour combattre Ansarullah au Yémen. Donc d'une certaine manière, il y a énormément d'éléments impliqués dans ce combat. Comme nous en avons parlé hier et aujourd'hui, nous avons appris comment ils attaquent certaines de ces installations, les munitions et les moyens saoudiens dans le nord du Yémen. Le combat se poursuit donc au Yémen et ils ne vont pas envahir l'Arabie saoudite. Et le Koweït et les forces de mobilisation populaire. Le Koweït, c'est différent, à mon avis. Le Koweït est différent parce que tout dépend de la situation au Koweït et à Bahreïn. Ce sont 2 pays qui sont tellement sous. À mon avis, s'ils ne comprennent pas la position dans laquelle ils se trouvent, on va assister à d'énormes bouleversements dans ces 2 pays. Le Koweït laisse les États-Unis utiliser son territoire pour attaquer l'Iran.
ces HIMARS, tous ces HIMARS ont été utilisés pour attaquer l'ouest de l'Iran. Savez-vous qui vit dans l'ouest de l'Iran, dans cette zone qui a été attaquée à maintes reprises par les États-Unis? Vous savez qu'il y a des ethnies arabes en Iran, des Arabes iraniens dans cette région. Ils s'en prennent donc à la population arabe d'Iran. Cela a aussi des répercussions en Irak, parce qu'il existe beaucoup de liens traditionnels et culturels entre cette partie de l'Iran, le sud-ouest du pays, et le peuple irakien, ainsi qu'avec les Koweïtiens. C'est pour cela que, vous savez, une partie de cela est culturelle. Une autre tient à la manière dont les gens se perçoivent eux-mêmes. Vous savez, lorsque des attaques de ce genre visent, par exemple, les PMF. Les PMF font partie de... À mon avis, si les PMF décident de faire quelque chose, ils ne vont pas... Vous savez, ils font partie du gouvernement irakien. Ils peuvent avoir leur propre politique, mais ils vont s'y conformer, parce qu'ils font partie de l'armée. Je pense que c'est faux de dire qu'ils vont entrer dans la clandestinité, qu'ils vont, vous savez, occuper ou envahir le Koweït. Mais la situation est tellement mouvante, Carole. On voit toute cette complexité dans la région et les liens entre les gens, et on ne sait pas ce qui pourrait arriver ensuite. Je pense que le Koweït va connaître quelque chose de nouveau venant d'Irak s'il continue ce type de comportement que nous avons vu jusqu'à présent. Je ne suis pas sûr que ce seront les forces de mobilisation populaire, mais ce sera la résistance, le Hezbollah, ou cette partie de la résistance en Irak qui ne fait pas partie de l'armée. Ils vont le faire. Et le Koweït n'a pas, Carole, n'a pas la capacité de riposter. Oui, c'est un vrai problème. C'est l'autre point, mais concernant le Koweït. Alors, permettez-moi de vous poser cette question dans les dernières minutes qu'il nous reste. Même si vous parvenez à rouvrir le détroit d'Ormuz et que l'Iran et Oman annoncent les modalités, et que le président Trump, pour des raisons économiques, dit « D'accord, je vais laisser cela se faire », cela ne représente toujours qu'un des 14 paragraphes du protocole d'accord. Et cela ne règle rien au sujet du premier paragraphe, sur le Liban. Cela ne règle rien non plus concernant les autres volets, sur la levée des sanctions, le déblocage des fonds gelés ou ce genre de choses. Où va cette guerre, même s'ils parviennent à rouvrir le détroit? À mon avis, colonel, ce protocole d'accord ne va pas être rien du tout. Les sanctions contre l'économie iranienne ne seront pas levées. Ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz sous contrôle iranien. C'est mon estimation. Et puis, compte tenu de la pression qui s'exerce, nous le savons, sur les États-Unis et sur les Iraniens, nous savons que toute la région est sous pression en ce moment. Donc, ce qui pourrait ressortir de cela, c'est que l'Iran contrôlerait le détroit d'Ormuz avec Oman, selon les modalités sur lesquelles ils se sont entendus, et que les États-Unis accepteraient et lèveraient le blocus. Ils ne lèveront aucune sorte de sanction contre les Iraniens. Et l'Iran va tenter ce jeu consistant à faire pression sur les États-Unis et les Européens. Peut-être qu'à long terme, les États-Unis finiront par alléger les sanctions contre l'Iran, d'une manière ou d'une autre. Mais cela n'arrivera pas de sitôt. Voilà comment je comprends les choses. Quand il s'agit du conflit dans la région, au Liban comme au Yémen, il n'y a aucune raison pour que les États-Unis doivent forcer Israël à se retirer du Liban. Le Yémen, le cas du Yémen est tellement grave. L'Arabie saoudite doit faire quelque chose concernant le siège imposé au Yémen. Elle ne peut pas continuer ce siège. Si elle continue, l'Iran va soutenir le Yémen dans tout ce qu'il essaie de faire, parce que c'est ainsi que l'Iran perçoit ce qui se passe contre le Yémen. Ils considèrent que c'est une oppression contre laquelle il faut lutter. Cela fait partie de la culture chiite en Iran.
Ça fait partie du... Vous pouvez parler du gouvernement, mais le gouvernement a aussi sa propre vision, qui consiste à soutenir les Yéménites. C'est pourquoi ils soutiennent le Yémen dans le conflit en cours. Et concernant la Palestine, je dirais que si les États-Unis sont sérieux lorsqu'ils parlent du MOU+, ce pourrait être quelque chose de totalement différent. Cela reviendrait à prendre en compte la réalité de la situation actuelle, y compris la position du Yémen. L'Arabie saoudite, je dirais que l'Arabie saoudite, si elle est assez sage pour comprendre ce qui se passe contre elle, à mon avis, va lever le siège au Yémen. Ils n'ont pas besoin d'avoir ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, vous pouvez dire que ça va pas arriver de sitôt. Moi, je dirais que pour le Yémen, ça peut arriver dès demain ou après-demain. C'est à ce point important. Supposons que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz et que le Yémen maintienne le blocus contre l'Arabie saoudite. Est-ce que ça va arriver? Non, il n'y a aucune chance. Parce que toute la pression que le Yémen exerce sur l'Arabie saoudite dépend du détroit d'Ormuz. Car s'ils ont le détroit d'Ormuz, ils n'ont pas besoin de la mer Rouge. Ils peuvent utiliser l'itinéraire alternatif. C'est ça. C'est donc une combinaison entre l'Iran et le Yémen. Je pense qu'il y a du côté de l'Iran et du Yémen une compréhension globale de la nécessité de coopérer, de faire pression, de lever le siège, de lever le blocus contre l'Iran et peut-être d'avoir de meilleures relations. Colonel, ce qui se passe en Asie occidentale est très important. Beaucoup de gens ne... Quand on regarde la région, on voit ce genre d'affrontements, ils s'attaquent les uns les autres. Mais malgré tout ce chaos, la région progresse, à mon avis. Ces affrontements aident la région à progresser, à comprendre la complexité de la question. Et cette situation ne peut pas continuer. Le blocus, ce raid, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est clairement impossible. Et tout le monde a des raisons de vouloir que ça se termine, comme tout le monde a des raisons de vouloir que ça continue. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, il sera difficile de régler tout le reste. Je doute que quoi que ce soit arrive bientôt, même si j'aimerais que ce soit le cas. Mais vous nous avez vraiment aidé à clarifier exactement la situation. Nous comprenons donc beaucoup mieux, en profondeur, ce à quoi nous sommes confrontés. Et pour cela, nous vous sommes très reconnaissants. Merci. Merci. Et rappelez aux gens d'aller sur DialogueWorks, où ils pourront voir davantage Nima. Il a toujours d'excellents invités, et son émission à lui est excellente aussi. Je recommande donc aux gens d'aller voir DialogueWorks. Et nous vous recommandons de revenir. Dans environ 1 minute, Larry Johnson sera avec nous aujourd'hui. Il nous donnera son point de vue sur certaines de ces questions, à la fois sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur notre côté de la guerre en Iran. Merci beaucoup pour tout cela, et nous avons hâte de vous revoir dans une 30aine de secondes.